Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Le Burkina Faso vient d'amorcer une étape de sa gouvernance avec les assises du 20 juin dernier sur le Programme national de développement économique et social, le PNDS. Un projet ambitieux. On en parle aujourd'hui donc avec le docteur Rassablka Seydou Ouedraogo. Il est le directeur exécutif de l'Institut de recherche sur les questions économiques Free Afrique. Docteur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Vous êtes disparu depuis un bout de temps. Vous êtes actuellement. Les Burkinabés veulent savoir. Non, je pense qu'il n'y a pas de questions. Vous exagérez sans doute. Non, je suis un chercheur. J'ai le bonheur d'avoir une affiliation à l'université de Ouagadougou, d'être chercheur à l'université de Ouagadougou. Et j'ai le bonheur d'avoir un ancrage à l'université d'Oxford en Angleterre. Donc, on a l'impression que vous êtes en train de privilégier l'université d'Oxford en Angleterre à l'université de Ouagadougou apparemment. Non, la réalité est que notre métier est un métier très exigeant et que notre pays ne donne pas davantage de moyens pour faire la recherche à un très haut niveau. Nous avons créé l'Institut Free Afrique parce que les conditions universitaires ne nous permettaient pas de faire notre travail de chercheur. Par exemple, je n'ai pas encore un bureau à l'université de Ouagadougou. Et à l'université de Ouagadougou, je suis enseignant. Donc, c'est pour moi la manière de continuer à être chercheur burkinabé, mais à un très haut niveau. L'université d'Oxford, c'est la 6e meilleure université au monde. Et donc, avoir un ancrage là est très intéressant, mais je donne mes enseignements, je fais mes activités. Et pour un enseignant, chercheur, c'est très important d'avoir l'ouverture sur l'international. Ça bonifie les enseignements que je peux donner à mes étudiants, ça bonifie mes capacités de chercheur, mes productions scientifiques, mais les sujets qui m'intéressent sont éminemment les sujets qui travaillent la société africaine. Donc, c'est tout en ligne avec mon engagement de chercheur au service de la société. Est-ce que les conditions qu'on vous offre à l'université d'Oxford ne sont pas en train de vous attirer vers cette université définitivement? Je crois qu'il faut laisser tomber ça. C'est une réalité parce que depuis l'avènement du nouveau régime, vous avez disparu dans la nature. On ne vous voit plus pratiquement alors que vous aviez été l'une des voix marquantes des questions économiques au Burkina Faso ces dernières années. Non, en réalité, on nous avait fait un rapport de Free Afrique en économie mondiale, économie burkinabé, janvier 2016, où on indiquait ce qu'il fallait faire. Mais avant cela, on se rappelle qu'après l'insurrection, vous avez été l'une des structures à avoir fait un rapport sur justement les dégâts économiques que le pays a enregistrés après l'insurrection, mais après également le coup d'État. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre que la période de la transition était une période exceptionnelle et il faut comprendre cela. Nous, on l'avait compris comme tel. Le rythme avec lequel nous avons travaillé à Free Afrique était un rythme qui n'était pas possible. Pour vous dire la vérité, moi j'ai été hospitalisé plusieurs semaines après. Ce n'était pas une maladie particulière, c'est juste la fatigue. Parce qu'ils vous souviennent que j'ai assuré la charge de rapporteur général de la Commission de la réconciliation des réformes. C'est 900 pages d'écrit tout de même, en 7 mois. Et c'est un rapport très fouillé avec plus de 700 personnes rencontrées dans des conditions extrêmement difficiles. Et voilà, il était très important qu'après cela, chacun refasse sa force pour continuer son travail. C'est ce qu'on fait à Free Afrique, c'est ce que je continue à faire à l'Université Ouagadougou. Est-ce un recul stratégique pour rebondir? Ce n'est pas un recul. Mon métier est un métier de chercheur. Donc, c'est pas, même si on communique dans l'espace public, ce n'est que secondement qu'on communique dans l'espace public. Pour venir dans l'espace public, je suis là aujourd'hui parce qu'on a sorti une étude d'évaluation du PNDS. Ça prend plusieurs semaines. Mon métier est un métier de chercheur. C'est ce que je veux faire pour beaucoup de temps encore, pour des années encore. Je suis un enseignant-chercheur, c'est ce que je fais. Et par conséquent, si la période d'opportunité qui était celle de la transition, qui permettait de faire beaucoup de réformes, et qui permettait, à mon avis, de faire en sorte qu'on influence davantage les politiques publiques parce qu'on avait la possibilité de le faire, on a effectivement une activité beaucoup plus intense que la période ordinaire. Je vous cite par exemple le code minier qui est passé au Parlement. Free Afrique a fait une grosse étude pour conseiller le Parlement, mais ça n'a pas été financé, hein, c'est une étude indépendante avec les ressources de Free Afrique pour financer le Parlement de transition. Y compris la charte de la transition, nous avons été parmi les acteurs qui, dès le départ, avons senti dès le 1er novembre qu'il fallait commencer dès le 31 octobre déjà du reste, qu'il fallait commencer à se poser la question de quel arrangement institutionnel va sortir le pays de la situation. Et en plus des charges que j'assurais à la Commission de la réconciliation nationale des réformes. Donc ça fait qu'il y avait... D'abord, le pays était sous projecteur, donc la situation aidant, ça fait cela. Mais moi, je continue de faire mon travail. Oui, mais quand on voit un peu l'évolution de la situation du pays avec l'avènement de la démocratie, les élections présidentielles, législatives et récemment les municipales, beaucoup de personnes avaient évoqué éventuellement votre arrivée au gouvernement en tant que ministre de l'économie. Non, ça m'intéresse. Vous n'avez pas été contacté? Non, ça ne m'intéresse absolument pas et c'est très intéressant de le dire. Moi, j'ai eu
des propositions, pas par les autorités actuelles, mais sous la transition, les gens le savent, j'ai décliné. Pourquoi? Parce que je considère que chacun doit faire là où il est le meilleur. Moi, je suis un économiste, il y a la théorie des avantages comparatifs. Je vous assure qu'aujourd'hui, là où je suis très à l'aise, c'est dans mon travail de recherche. Et je crois qu'effectivement, quand je parle de mon travail de recherche, ça se sent que j'adore ça. Oui, mais ce travail pourrait servir à la nation tout entière en devenant, par exemple, un haut dignitaire de l'État, pourquoi pas? Non, vous comprenez, ministre, ce n'est pas quelque chose que j'ai en tête pour dire je vais être ministre. Ça pourrait être le cas un jour. En tout cas, pour plusieurs années encore, ce n'est pas du tout mon rêve, pour vous dire la vérité, parce que j'adore ce que je fais. Je trouve que ce que je fais peut apporter une petite contribution avec les autres collègues à la situation nationale. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et du reste, il faut observer une chose. Moi, je considère que nous avons obtenu des résultats qui sont peut-être les contributions de Free Afrique, ou en tout cas en partie, qui sont plus importantes que si j'avais été au gouvernement. Je vous ai indiqué ce qui s'est passé avec ce code minier, qui était fondamental. Y compris si j'étais ministre des Mines, je n'aurais pas eu le temps de faire la grosse étude que nous avons faite. Mais on pourrait vous dire aussi, c'est bien de faire beaucoup de recommandations, de proposer de belles initiatives, mais venez les appliquer, on va voir ce que cela va donner dans le concret. Écoutez, M. Oudraoui, je pense que chacun est libre de trouver sa vocation. La mienne est d'être enseignant-chercheur, avec une grande ambition pour mon métier, que j'exerce avec passion et avec bonheur également, parce que je pense que je suis très content de ce que ça me procure, y compris au plan matériel. Donc, si je considère un jour que ce métier n'est pas la position à partir de laquelle je vais apporter la meilleure des contributions possibles à mon pays, je vais regarder ce qui est possible ailleurs. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, je suis profondément convaincu que nous avons besoin d'engagement intellectuel dans notre pays, fondé sur des travaux scientifiques et qui articule les résultats dans le débat public pour améliorer le débat public et faire en sorte que des questions essentielles qui n'ont pas leur place dans le débat public puissent y avoir les places qui doivent être les leurs. Et faire en sorte donc qu'à partir de ce débat, les politiques publiques qui sortent de là soient des politiques de bonne qualité. Docteur Assaoulga Ouedraogo, ministre de l'économie, ce n'est pas demain la veille. Je vous indique que je considère que ça fait trop de temps qu'on parle de ça. Ce n'est pas ce qui intéresse la population burkinabé. De toute façon, c'est un sujet important au-delà de tout. Alors, docteur Ouedraogo, parlons à présent donc de cette relance économique qui tarde à voir le jour selon beaucoup d'experts au Burkina Faso. Le conseil, il est là. Les affaires traînent avant de véritablement prendre leur envol. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet état de fait en tant qu'économiste aujourd'hui? D'abord, vous avez tout à fait raison. Nous, on n'a pas été très compris quand, une semaine après l'insurrection, nous avons estimé les dégâts économiques et les dégâts collatéraux à plus de 120 milliards. Pourquoi? D'abord, nous craignons qu'il y ait des problèmes dans le système financier privé et que cela dérive sur des choses plus graves. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais en tout état de cause, nous voulions indiquer par là que l'une des préoccupations des Burkinabés qui ont abouti à l'insurrection, c'est la situation socio-économique des populations. Et par conséquent, il est essentiel que les politiques publiques mettent au cœur de leurs préoccupations l'amélioration de la situation socio-économique des populations. Regardez à quelques centaines de mètres d'ici, les employés de Joli Hôtel, les employés de Hôtel Azalai et d'autres entreprises qui ont été cassées. Ils sont dans quelle situation aujourd'hui? Ça fait donc bientôt 2 ans que nous, on tire la sonnette d'alarme sur le fait qu'en réalité, si vous laissez une situation économique se dégrader, pour dire dans 3-4 ans, on va reprendre la situation, ça n'est pas comme cela. Parce que ce qui n'avance pas recule. Et malheureusement, après l'insurrection, il y a eu d'autres situations. La transition n'avait pas la meilleure des politiques économiques. On a eu également le putsch qui a eu des dégâts économiques très importants. Le gouvernement a parlé de plusieurs milliards de francs CFA de pertes en quelques jours. On n'a pas fait cette estimation, donc je ne sais pas valider ou quoi. Mais en tout cas, les dégâts sont très importants. Mais surtout les dégâts sur l'image. L'image du pays. Quand on dit qu'un pays a un coup d'État, c'est un signal qui est envoyé au niveau international. Fort heureusement, la formidable résistance du peuple burkinabé a corrigé un tant soit peu ce message. Malheureusement, on a connu après également les attentats. Donc ça fait une série de chocs négatifs sur le tissu socio-économique qui font qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des compartiments de notre économie qui se portent très mal, comme le secteur des services, hôtellerie en particulier, depuis tous ces chocs-là. Donc nous, on pense effectivement qu'on est dans une situation qui aurait besoin d'avoir un petit plan de relance bien ciblé sur des secteurs en difficulté pour que ces secteurs reprennent au bénéfice
des avantages socio-économiques qu'on peut avoir en termes d'emploi, en termes de qualité d'emploi. Donc il faut trouver de l'emploi, par exemple, pour toutes les personnes qui ont été victimes aujourd'hui de l'insurrection et également donc, du putsch, notamment ceux qui ont perdu leur emploi pendant ces événements. Ce n'est pas ce que nous avons recommandé. Ça pourrait être une alternative quand on vous écoute, parce que vous êtes parti de ce postulat aujourd'hui pour parler un peu de stratégie ciblée. Ce que nous avions indiqué à l'issue de notre étude après l'insurrection, c'était de dire qu'il fallait entrer en discussion avec toutes les entreprises victimes de façon sincère et ne pas avoir une fixation sur l'instrument financier, la dépense financière. Mais regarder avec ces entreprises quelles sont les voies et moyens qui les permettraient de redémarrer très vite. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aider ces hôtels à redémarrer, vous leur demandez de quoi avez-vous besoin. Est-ce qu'un crédit d'impôt pourrait aider à le faire? Est-ce qu'un soutien en termes de bonification par la SOFIGIP, un ensemble d'instruments qui sont là, qu'on peut renforcer certes, mais il faut se poser cette question. Parce qu'en définitive, l'excellent cuisinier de Azalaï, l'excellente gouvernante de Joli Hôtel, c'est des personnes qui ont une qualification. Ce qu'elles attendent, ce n'est pas d'être payées. Elles attendent qu'on leur laisse les conditions d'exercice de leur métier et qu'en conséquence, on les paie en cela. Mais si vous laissez ces personnes ne pas avoir de boulot pendant quelques années, peut-être qu'elles vont se reconvertir pour le malheur de notre pays. Parce que les cuisiniers, on n'en fabrique pas beaucoup. C'est des métiers qui sont des métiers extrêmement difficiles. Il n'y a pas de bonnes écoles dans le pays pour le faire. Et par conséquent, pour nous, ce plan de relance veut dire les entreprises qui ont été détruites ont toujours du capital. Les personnes qui y travaillaient, c'est du capital. Les expériences qu'il y avait, c'est du capital. La connaissance de leur marché, c'est du capital. Ne laissons pas trop de temps tuer ce capital immatériel qui est fondamental. L'esprit d'entreprise qu'il y avait à ces lieux-là, il faut les travailler et faire en sorte que le gouvernement apporte sa contribution dans l'intérêt bien compris des populations travailleuses de ces entreprises. Parce que si ce n'était pas des entreprises qui employaient des populations, elles ne seraient pas dans mon intérêt. Même là, on pourrait dire que ce serait insuffisant pour véritablement relancer l'économie burkinabé. En tout état de cause, je parle de quelque chose de ciblé sur ce secteur, c'est ce qu'il faudra faire. Mais il est clair qu'on doit prendre une perspective un peu plus ambitieuse et regarder l'ensemble de la société et se poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Je donne une direction. Oui. Si vous prenez la dette intérieure est une fabrique de pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez des entreprises, en particulier les petites et moyennes, qui ont 10-15 employés, qui rendent un service à l'État, et que l'État doit, dans les termes contractuels, éteindre sa dette sur 2 mois, et que ça dure 6 mois, 8 mois, et que ça fait 300, 400, 500 milliards d'un point de vue cumulé, vous êtes en train de créer une situation dans laquelle ces entreprises sont utilisées comme les banques de l'État. Or, il se trouve que ces entreprises sont dans une difficulté déjà, qui est qu'elles n'ont pas suffisamment accès aux services financiers dans notre pays et que c'est l'un des obstacles majeurs à leur développement. Sous la transition, on avait parlé du paiement de la dette intérieure, effectivement, pour faire face à ces obligations, parce que ça créait beaucoup de soucis au niveau des entreprises. Elle est toujours d'actualité. C'est ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre que si on quitte une lecture finance publique stricto sensu et on rentre dans une lecture économique pour considérer comment on peut redémarrer l'appareil économique dans son ensemble, il faut se dire que le traitement de la dette intérieure donne de l'oxygène au secteur privé. Donc pour vous, c'est une priorité absolue en termes de relance économique pour le Burkina? Je vous indique que si vous demandez les sondages de la Banque mondiale, pourquoi les entreprises ne se développent pas dans notre pays? La première cause qui est évoquée par le dernier sondage en date, c'est l'accès aux services financiers. Ça veut dire qu'elles ont des difficultés avec la trésorerie, avec les moyens pour financer l'investissement en particulier. Si dans ces conditions, elles exécutent des marchés aux plus gros fournisseurs du pays qui ne payent pas à temps, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, j'ai connu des cas concrets. Je donne un exemple d'un jeune entrepreneur, d'un jeune ingénieur informaticien dont les bureaux sont à côté des Zaka à Ouagadougou, qui employait 5-6 personnes, qui attendaient depuis des mois. Et il m'avait dit, écoutez, si dans 2 mois, je n'ai personne, je n'ai pas les ressources, je suis obligé de licencier. Mais l'État lui devait combien de millions éventuellement? Je ne me souviens plus très bien de ça, mais c'est un exemple, très bon exemple. Parmi tant d'autres. Mais c'est pour l'illustrer, pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Alors, docteur, parlant justement de cette dette intérieure, on pourrait la payer, mais il y a également, on se rappelle que vous étiez à Koudougou il y a quelques mois où vous avez soulevé le cas de la SN Sosico, et on pourrait généraliser avec les entreprises de l'Ouest également qui ont du mal à vraiment décoller. Est-ce que là aussi, il ne faut pas faire quelque chose? Parce qu'on a vu que le gouvernement est en train de lancer la minoterie, par exemple, de Banfora, qui pourrait être une alternative à la création d'emplois aussi. Observez ceci. La première direction que j'ai donnée sur le ciblage dans les hôtels est très intéressante. Sur la dette intérieure intéressante. La troisième direction que vous évoquez est centrale. C'est celle du traitement de la question stratégique des tissus industriels dans notre pays. Nous avons une situation extrêmement difficile du secteur industriel
en particulier dans son bassin de notre capital supposé économique. Nous sommes dans un libéralisme économique. Non, dans notre supposé capital économique qui est Bobo Dioulasso. Pourquoi? Vous avez des entreprises comme la SN Sosuco qui emploient en direct et en indirect 3000 personnes. Si vous estimez que ces 3000 personnes, c'est 10 personnes en charge, ça fait 30 000 personnes. C'est énorme. Et la SN Sosuco, c'est le deuxième employeur après l'État burkinabé. Et par conséquent, c'est une entreprise très importante. Je ne parle pas des autres emplois qui pivotent autour de ça, des autres économies connexes à cela. L'Institut Free Afrique a sorti un travail en octobre 2015 pour essayer de comprendre que se passe-t-il sur le marché sucrier. Notre analyse montre que les 2 tiers du marché sont occupés par l'importation de sucre. Les importations de sucre sont faites par quelques opérateurs économiques dans notre pays qui emploient quelques dizaines de personnes. Faut-il les casser, ces opérateurs économiques? Laissez-moi finir mon raisonnement, vous allez bien comprendre ce que je vais indiquer. De l'autre côté, le tiers de la production, de la demande nationale du marché est occupé par la SN Sosuco. Je suis sûr que les chiffres ont même changé en baissant aujourd'hui. Il se trouve que, en plus du fait qu'on a des difficultés à être compétitif parce qu'on n'a pas d'électricité moins chère et continue, et tout ça pour ces industries locales, il y a le fait qu'il y a de la fraude. Nous avons documenté des cas de fraude importantes dans notre étude d'octobre 2015 en indiquant qu'il était de la priorité, y compris même si nous étions en transition, qu'il était de la priorité des gouvernements de prendre les devants pour arrêter ce moyen d'assassinat des emplois locaux. Et à partir de ce moment, si vous n'arrivez pas à traiter cette question, comment voulez-vous dire que nous sommes dans une situation où on est en train de relancer l'économie? Deuxième exemple, qui est un exemple encore plus actuel. Regardez le secteur de l'imprimerie. Il y a actuellement un contentieux, je ne sais pas si c'est comme ça que ça doit s'appeler, un dossier qui est connu par certaines autorités, qui est celui du fait que nous avons le marché des manuels scolaires. Le marché des manuels scolaires est en discute. Est-ce qu'on le donne à une entreprise qui vient du Maghreb? Dans le pays de cette entreprise, il est interdit de fabriquer le manuel scolaire ailleurs. On le fabrique avec les entreprises locales. Est-ce qu'on le donne à ces entreprises, à une entreprise du Maghreb, au détriment d'entreprises burkinabées qui savent le faire et qui vont employer quelques centaines de personnes, de jeunes? C'est la question qui est posée. Et c'est une question concrète. Je ne sais pas qui sont les autorités qui sont en charge de cela, mais on ne peut pas se réfugier derrière l'argument que c'est une économie libérale. Pourquoi? Le pays en question, pour ne trahir personne, c'est la Tunisie. La Tunisie n'est pas moins libérale que nous. Comment elle arrive à le faire? Vous comprenez ce que je vais indiquer? Ce que je veux dire, il faut sortir des dogmes. Ce qui doit être notre boussole, c'est le destin concret de l'humanité dans notre pays. Nous sommes dans un pays où l'humanité est en souffrance et il faut qu'on soit sensible à cela et mettre les moyens qu'il faut pour sortir cette humanité de la souffrance. Alors, j'ai fait une escale sur votre développement de tout à l'heure sur un aspect très important. Vous avez parlé de la fraude, vous avez également parlé de cette minorité et à la concurrence également par rapport à la SN Sosuco. Faut-il casser cette minorité aujourd'hui qui est toujours au-delà de tout, malgré l'insurrection et tout ce qu'on a connu, qui est toujours au-devant de la chaîne économique? Non, ce que je veux dire, c'est que l'économie, c'est des rapports de force. Dans notre pays, le rapport de force, il est en faveur des importateurs. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale des réformes parle d'un lobby d'importation. Il faut casser ce lobby, oui ou non? Ce lobby empêche de faire l'industrialisation. Faut-il le casser? C'est ce que je suis en train de vous indiquer. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle casser ce lobby? Il y a des moyens civilisés, des moyens légaux par lesquels on peut le faire. Il y a au ministère du Commerce un outil qu'on appelle le système des valeurs. Ce système des valeurs, c'est un outil communautaire qui doit déterminer la valeur à laquelle on va taxer, à partir de laquelle on va taxer, sur la base de laquelle on va taxer un produit importé, certains produits importés, dont le sucre. Il se trouve que la manière dont on déploie cet instrument aujourd'hui fait qu'on sous-estime cette base. Si on réévalue cette base-là, première chose. Deuxièmement, si on s'assure que la fraude est largement réduite de façon drastique, on va faire une situation dans laquelle le vrai avantage comparatif de l'extérieur qui pourrait dominer l'entreprise nationale va arriver, mais on va aussi créer une situation dans laquelle certaines entreprises qui ont quand même des avantages vont se redresser. Mais il est essentiel de considérer qu'aucun pays ne s'est débordé, ne s'est développé, en s'ouvrant de façon aussi béate et aussi béante à toutes sortes de merdes du monde, y compris des caleçons usagés, nous en importons dans notre pays. C'est pour indiquer que
Si vous voulez à partir d'un moment donné décoller, il faut se poser la question de comment vous faites en sorte que la production nationale ait les moyens de continuer son travail. Alors, on a parlé du sucre, mais parlons également du riz de Bagré stocké aujourd'hui, qui n'est pas commercialisé, alors qu'on nous fait manger du riz qui vient de très très loin du Burkina. C'est la même question. C'est le même lobby. C'est le même lobby. Et du reste, bien souvent, c'est des entreprises qui sont très proches, pour ne pas dire que des fois, il y a un acteur qui fait les deux. Le sucre et le riz, vous savez de quoi je parle. Mais pour parler très sérieusement, c'est l'une des grosses faiblesses de ce qu'on appelle les pôles de croissance. Nous l'avions déjà signalé dans notre évaluation ex-ante de la SCAD déjà, en mai 2013, en indiquant que le développement agricole et le développement industriel ne se traitent pas seulement sur les paramètres d'accès aux facteurs de production, de lieux organisés qu'a été Bagré Pôle, d'espaces aménagés. Il y a un paramètre stratégique qui n'est pas traité, c'est celui de l'accès au marché. Parce que, en définitive, pour l'industriel, il fait tout ça pour vendre. S'il ne peut pas vendre, il ne va pas faire. Et cet accès au marché est central. Dans notre pays, en gros, c'est des chiffres pas très actualisés, mais en gros, 75% du riz importé, du riz consommé localement importé. Et seulement... Et on a même changé le mode de consommation des Burkinabés parce que le riz n'était pas avant le premier produit consommé par les Burkinabés. En tout état de cause, on sait le produire localement. Mais il faut considérer une chose. Le riz burkinabé, bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, bien souvent, il est de qualité bien supérieure au riz importé, qui est un vieux riz, qui est des fois hors série, hors norme, qu'on envoie aux nègres que nous sommes. C'est pour indiquer que là également, nous avons des outils. L'outil, c'est lequel? C'est les outils de normes. Nous pouvons indiquer qu'au Burkina Faso, on peut importer le riz, il n'y a pas de protectionnisme, mais on va regarder la qualité. Un riz qui n'a pas ce niveau de qualité ne pourra pas être importé au Burkina Faso. Si on fait cela, on va faire en sorte qu'on ait d'abord, même si le riz est importé, il est de meilleure qualité, donc pour la population, c'est très bon pour sa santé. Et deuxièmement, le riz qui est entre de façon massive et moins cher parce qu'il est de mauvaise qualité, va être déclassé au profit de la production locale qui maille des milliers d'emplois. Il y a une évidence, on sait que si on doit consommer que burkinabé au niveau du riz et du sucre, on ne pourra pas satisfaire la demande. Est-ce que vous ne craignez pas en cas d'attaque éventuelle contre ce lobby-là, des ruptures, voire même une crise au niveau des consommateurs, parce qu'on ne pourra pas satisfaire la demande? Ce que je vous ai dit, c'est pour ça que je n'ai pas aimé le mot casse ou attaque. Il ne s'agit pas de les attaquer, il s'agit d'observer ceci. Parce que, y compris ces personnes qui sont dans les importations, avec un champ d'incitation bien organisé, puisqu'elles y sont avec beaucoup de ressources, elles peuvent se reconvertir. Pourquoi elles y sont? Ce n'est pas parce qu'elles détestent le pays. Elles y sont parce qu'aujourd'hui, pour avoir de crédit en banque, quand vous êtes un importateur de riz, c'est plus facile que quand vous êtes producteur de riz. Deuxièmement, elles y sont parce que le cycle de l'importation est très facile à traiter. Au bout de 3-6 mois, le bateau de riz qui arrive, vous avez fini la chose. Donc, c'est pour indiquer qu'il y a un champ d'incitation qui est favorable à cela. Le rôle de la politique économique, c'est aussi de créer un champ d'incitation, c'est-à-dire d'inverser ce qui attire les hommes d'affaires. Et ce qui attire les hommes d'affaires, c'est la production locale. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y aillent pas. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, et deuxième chose, je n'ai jamais dit qu'il faut fermer la porte demain matin. Je parle de choses concrètes, possibles demain, mais qui ne sont pas la fermeture, qui sont des outils, je vous ai parlé de 2 outils au moins, qui sont des outils qu'on peut actionner. Si vous avez 75% du marché du riz qui est dédié qui est occupé par l'importation, 2 tiers du marché du sucre qui est occupé par l'importation, entre ça et puis une fermeture totale, il y a une grosse marge de manœuvre. Mais si aujourd'hui on privilégiait par exemple le développement économique endogène, est-ce que ce ne serait pas une alternative éventuellement, vous qui êtes un fervent défenseur de Joseph Kizerbo et de ses pensées? Merci. L'Institut Free Afrique est fondé sur cette pensée. Nous sommes profondément convaincus, comme Kizerbo, qu'il n'y a pas de développement qui ne soit pas endogène. Tous ceux qui ont essayé de faire un développement qui n'est pas endogène ont échoué. Pourquoi? Parce que le développement part des acteurs locaux d'abord. Je vous donne un exemple. On parle de la quête des investisseurs internationaux. Tous les pays qui ont réussi à le faire sont des pays qui ont d'abord pu mobiliser l'investissement national. Pourquoi? Regardez, si on vous dit de venir créer un hôtel à Ouagadougou, vous pouvez vous poser la question de est-ce que je vais avoir des gens qui vont travailler dans l'hôtel? En d'autres termes, est-ce qu'il y a des écoles supérieures qui forment du personnel d'hôtel? Mais c'est vous dire donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a déjà un investissement dans le secteur, en amont, en aval, dans le pays? C'est pour dire que, en définitive, la mobilisation des ressources locales est la clé. Parce qu'elle appelle les ressources extérieures pour se développer. Et par conséquent, pour revenir à la question concrète de l'industrie, de l'agriculture, il faut qu'on se le dise de façon définitive. Il n'y a pas de possibilité pour un pays comme le nôtre de suivre des dogmes libéraux qui n'ont jamais été appliqués par les pays qui se sont développés.
Il n'y a pas de possibilité donc pour nous nous. copions mal éventuellement. Ce n'est même pas que nous copions, nous faisons de la singerie profondément imbécile. Observez ceci. Quels sont les pays que nous envions aujourd'hui? Quand vous regardez l'Asie, on va vous dire Corée du Sud, Chine aujourd'hui, Taïwan. Singapour aussi. Tout ce que vous voulez. De tout ce qu'on vient de citer, il n'y a pas un seul pays qui ait initialisé son développement sans protectionnisme au départ. Plus radical que ça. Quand vous regardez même l'Occident, vous regardez les États-Unis, l'Europe, tous ces pays ont été les fervents défenseurs du protectionnisme à l'initialisation de leur développement. Regardez les pays africains qui marchent. Regardez un pays comme le Rwanda. Regardez un pays comme l'Éthiopie. Ce pas des pays dans lesquels c'est une ouverture béate et béante et on peut rentrer n'importe comment avec n'importe quoi. C'est pour indiquer que l'ouverture n'a de sens que s'il y a une fermeture. Parce que quand on parle d'une porte... Et voilà que vous me rejoignez, parce que vous parlez de fermeture, cette minorité-là aujourd'hui qui tient l'économie burkinabé, qui en fait ce qu'elle veut, il faut qu'on arrive à trouver une alternative à cette minorité. Deux choses. La première, c'est que quand je dis l'ouverture n'a de sens que quand il y a une fermeture, c'est pour dire que quand on dit qu'on est ouvert, c'est qu'on existe. Ça veut dire quelque part qu'on est chez nous. Si on est ouvert tellement, jusqu'au point où on n'a plus rien à ouvrir, on n'existe plus. Et deuxièmement, ce que je dis, c'est qu'il faut une politique économique intelligente qui pilote ça. Si vous l'entendez dans un sens révolutionnaire, c'est possible. On peut effectivement décider de faire... Une révolution économique, pourquoi pas? Oui, même pas plus que cela. On peut décider de faire une révolution politique qui consiste à dire demain, allez, monsieur un tel, société un tel, vous n'importez pas. Mon sentiment est que nous n'avons pas les conditions de ça aujourd'hui et qu'il n'y a pas les acteurs qui portent ces discours aujourd'hui. En tout état de cause, on dit qu'on est dans une république, qu'on fait des élections et dans cette chose. Si on veut s'inscrire dans cette perspective de réforme, donc, c'est ce qu'il faut faire. Et des fois, on va rencontrer des adversités qu'il faudra traiter au nom de l'intérêt supérieur de la nation, au nom de l'intérêt de la majorité de la population. Mais des fois, on n'a pas forcément besoin de casser les gens pour que ça avance. Mais docteur Ouedraogo, dites-nous sans langue de bois, c'est un impératif, là, ces réformes. Il faut le dire absolument, parce que le Burkina est dans cette dynamique-là depuis plusieurs années et l'économie du pays n'avance pratiquement pas. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Notre économie a un taux de croissance relativement bon par rapport à la moyenne de l'UEMOA. Oui, ça, ce sont les chiffres qui le disent. Mais dans le fond, les populations ne le sentent pas. Les chiffres veulent dire quelque chose. Mais j'allais ajouter cela. C'est qu'effectivement, ce taux qui est relativement bon par rapport à l'UEMOA, d'abord, il est insuffisant. Mais surtout, il ne transforme pas l'économie. Il ne permet pas de lutter efficacement contre la pauvreté et surtout les inégalités qui sont peu présentes dans le débat public. Ce que je veux indiquer, c'est que personnellement, je m'interroge sur beaucoup de choses depuis quelques mois. Pourquoi? Il y a une insurrection populaire qui est arrivée, et puis on a mis en place plusieurs organes de la transition, et on a créé une commission nationale de réconciliation et de réforme, qui a adressé des propositions à la société. J'observe que personne n'en parle aujourd'hui. J'observe que le draft du PN2S, qui est soumis aux assises nationales le lundi 20 juin 2016 et 21 juin 2016, dans ce draft, il n'est aucunement fait mention de ce rapport. Or, ce rapport... Est-ce une erreur politique selon vous? Je ne suis pas dans l'analyse politique et pour le moment, dans l'interprétation des faits. Ce que je considère, c'est qu'en tout état de cause, il faut avoir de l'humilité à aller regarder ce rapport. Parce que ce n'est pas le rapport rédigé par Rassablegar dans son coin. C'est un rapport que nous avons produit après 7 mois de travail. Et nous avons rencontré plus de 700 personnes. On a vraiment pris du temps de rencontrer des gens à l'intérieur du pays et un ensemble de choses. C'est le rapporteur qui fait le plaidoyer de son document. Oui, on peut le dire. Et c'est pour ça que je n'ai pas parlé depuis plusieurs semaines, si vous voulez savoir. Parce qu'en réalité, et c'est pour ça aussi que ça ne m'intéresse pas d'être ministre. Pourquoi? Parce que si vous faites une recommandation, vous êtes mal placé pour l'appliquer. Nous, on est producteurs de ces recommandations, d'idées de réformes. Il en faut. C'est la partie qu'on a choisie. Il faut d'autres pour appliquer. On pourrait revenir tout à l'heure sur le rapport, votre fameux rapport, parce que beaucoup de gens aussi ont parlé de la qualité de ce document qui mérite d'être davantage connu de tous. Alors, je voudrais qu'on fasse une escale donc, sur le PNDS, le Programme national de développement économique et social. Alors, docteur, vous avez fait, vous aussi, à votre niveau, l'Institut Free Afrique, donc, des études sur le sujet. Vous avez parlé des atouts, vous avez parlé d'un taux de croissance de 7,3 qui s'est fixé donc le programme. Pour vous, c'est déjà un atout en ce qui concerne ce document. L'Institut Free Afrique a, avec l'appui de Diaconia et de la coopération suisse, organisé une évaluation ex-ante du Programme national de développement économique et social. Ça veut dire une évaluation avant même qu'on commence à mettre en œuvre, pour que s'il y a des choses à rattraper, on commence à les rattraper dès à présent. C'est l'anticipation. Merci. Et effectivement, l'une des premières indications que nous avons mises dans ce rapport, c'est de dire que la SCAD qui visait un taux de croissance de 10,4% de 2011 à 2015
avait un objectif trop ambitieux, en particulier en rapport avec les instruments et les moyens qui étaient mis. Et que le PNDS, en visant 7,3% sur le quinquennat 2016-2020, est plus proche du réel. Parce que de 2011 à 2015, le taux de croissance effectivement enregistré a été de 5,3%. Donc en fait, la moitié de ce que la SCAB prévoyait. Pour nous, ces 7,5%, c'est intéressant, ça paraît plus proche de la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les réussir automatiquement parce que dans les quinquennats passés, on n'a jamais atteint 7,3% sur un quinquennat. Donc ça veut dire, c'est pas mal comme ambition, mais il faut mettre réellement les moyens pour que la réalisation de cette ambition arrive. Mais un taux de croissance de 7,3% n'est pas égal à un autre taux de croissance de 7,3%. Ça dépend de comment on fabrique cette croissance. Voilà. La croissance, on nous a toujours dit, nous ne sommes pas des économistes, vous en êtes un, on nous a toujours dit que tant que la croissance n'est pas à 2 chiffres, ça veut dire que le panier de la ménagère ne peut pas en bénéficier. Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a des études qui indiquent qu'effectivement, pour réduire de façon importante la pauvreté, il faut atteindre un taux de croissance de 7%. C'est des vieilles études du reste. Et deuxièmement, le taux de croissance de 10%, si vous voulez savoir ce que ça fait, si vous avez un taux de croissance de 10%, ça veut dire que votre richesse nationale est doublée chaque 7 ans. Donc c'est très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est simplement la progression de la richesse nationale. Mais comme on a une progression de notre population, il faut que la progression de la richesse dépasse la progression de la population pour que la richesse par tête soit plus importante. C'est pour ça qu'on veut un taux de croissance important. Mais ce n'est pas aussi mathématique parce qu'il faut savoir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qu'un modèle de croissance, une croissance qui est fabriquée par un secteur qui emploie 70% de la population ou une croissance qui est fabriquée par un secteur qui emploie 10% de la population, ce n'est pas la même chose sur la pauvreté et sur les inégalités. Et ça, c'est l'une des observations que nous avons faites dans le modèle de croissance du PNDS, qui est que ce modèle de croissance propose une accélération de la croissance dans le secteur secondaire, en gros, l'industrie. Ils espèrent que l'industrie va augmenter de 9,7% en moyenne par an de 2016 à 2020. Et que le commerce et les services, le tertiaire donc, va augmenter de 7%. Et que l'agriculture augmentera de 4,5%. Ce que vous observez, prime abord, c'est que le développement agricole va être moindre que le développement de l'industrie et du tertiaire. Or, il se trouve que l'agriculture, c'est 70% de la population qui est essentiellement en campagne. On parle même de plus que ça. Cela veut dire que le développement des deux secteurs, l'accélération de la croissance des deux secteurs tertiaires et secondaires, qui sont essentiellement des secteurs urbains, va creuser les inégalités entre la ville et les campagnes, entre les pauvres et les riches. Pourquoi? Parce que dans ce qui est visé dans la version du PNDS, le développement du secteur secondaire est fondé essentiellement, c'est écrit dans le document, sur le développement des mines qui emploient très peu et le développement des BTP qui emploient mais pas en milieu rural. C'est pour indiquer qu'il y a une voie à emprunter pour améliorer le maillage de la population par ce modèle de croissance et faire en sorte qu'il tire davantage la population hors de la pauvreté et qui réduise davantage les inégalités. Comment? Oui. Permettez que j'ajoute les deux pistes par lesquelles on pourrait faire ça, parce que ça me paraît être l'une des recommandations centrales de notre étude. La première direction est de dire le développement du secteur secondaire est fondamental. C'est une très bonne nouvelle que le PNDS cible cela. Pourquoi? Parce que pour certains économistes, l'industrialisation, c'est notre nord du développement. Ça n'est pas... C'est largement vrai. Même s'il faut y mettre des limites. Deuxième chose, si vous faites en sorte que votre développement du secteur secondaire tire l'agriculture davantage, en faisant en sorte, par exemple, qu'on cible le secteur du textile semi-industriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne va pas construire de grosses usines comme Faso Fani dans les années 80. Non. Ce n'est pas là qu'on pourra forcément battre la concurrence. Par contre, qu'on prenne acte que dans notre pays, il y a des dizaines de milliers de personnes qui tissent en ville comme en campagne. Le Faso d'Anfani est devenu un produit très prisé aujourd'hui. Et par conséquent, si on aide ces artisans à remonter la chaîne avec une bonne organisation vers la semi-industrie, avec des outillages plus performants, et cibler le pagne événementiel davantage, et cibler davantage tous ces moments par lesquels on produit du pagne, on a besoin du pagne, on pourrait effectivement accélérer la croissance dans le secondaire en tirant l'agriculture et en concernant davantage de personnes, donc en luttant davantage contre la pauvreté. Alors, vous avez soulevé un certain Le deuxième exemple, permettez que je donne ça. Oui, on va terminer, oui, rapidement. C'est celui de la semi-industrie dans l'élevage. C'est la même chose. Il faut également permettre que ces centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le secteur de l'élevage, en lien avec l'agriculture, rentrent dans une logique de semi-industrialisation. Ce n'est pas des choses maousses, c'est des choses bien proportionnées qui permettraient de faire en sorte qu'on ait une
un sous-secteur de l'élevage qui soit modernisé. Et on pourrait décider que dans 2-3 ans, comme c'est dans le rapport de la Commission de la réconciliation et des réformes, qu'on n'exporte plus le bétail sur pied, qu'on l'abatte ici, qu'on le nettoie et que ça crée davantage d'emplois. Mais ça, c'est très difficile. Il faut régler beaucoup de choses dans la chaîne du froid, un ensemble de paramètres critiques à traiter. Mais en tout état de cause, voici des voies par lesquelles on pourrait améliorer l'ancrage populaire du modèle de croissance et donc sa capacité à réduire la pauvreté et à réduire aussi les inégalités. Alors, vous l'avez si bien dit, hein, on espère que vos recommandations seront bien notées du côté de COSIAM, parce que c'est de là que partira. De toute façon, les assises nationales, de tout ce qu'on veut, mais de toute façon, la finalité, c'est qu'on va le soumettre au chef de l'État pour amendement éventuel encore. Vous savez comment ça marche généralement. Permettez que je fasse une observation sur ça. Il faut sortir de ce système où le chef de l'État est le Manitou. On est dans une situation où on a fait des assises nationales. Si on a des assises nationales et qu'en dernier ressort, il y a une personne qui a la main pour faire dicter le sens, ce n'est pas la peine de faire des assises. Malheureusement, c'est le contexte dans lequel nous sommes. C'est vous qui le constatez, moi je le déplore si vous le constatez. Parce que je considère que ça n'est pas comme ça qu'on va construire. Ça ne doit pas être ainsi, même si c'est le cas. Si c'est le cas, ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi? Parce que, observez, comment on peut utiliser un chercheur comme moi, qui est un chercheur indépendant qui fait du travail? Ce n'est pas en me nommant, en faisant quoi? C'est en m'écoutant simplement. Et rien que ça. Alors, vous avez émis 2 réserves, notamment sur les questions de santé et d'éducation. Là, vous trouvez qu'il y a des faiblesses à ce niveau-là? Oui. Les faiblesses que nous avons dans le diagnostic du PNDS en ce qui concerne l'éducation et la santé, c'est que ces diagnostics, comme beaucoup d'autres diagnostics, sont trop sommaires. Je vous donne un exemple. Ça a toujours été le problème du Burkina. J'ai eu à échanger avec Pierre Claver d'Arriva qui m'a dit que dans les années 60, ils ont fait des propositions sur les questions de l'éducation et de la santé. Rien n'a évolué. Plus de 40 ans, 50 ans après, on est encore au même niveau. Question d'éducation et de santé. Vous voyez, c'est contre-productif de dire que rien n'a évolué. Dites, et c'est ça qui me semble être plus proche de la réalité, que l'évolution des choses suit un rythme qui est inférieur à ce que ça devrait être par rapport à nos besoins. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, la population qui va à l'école a augmenté. Donc en termes de quantité, on a progressé. La qualité, on a baissé. Voilà. Ça, c'est très très important. Mais pour revenir au constat, la crise de l'université, par exemple, n'est pas bien diagnostiquée dans le rapport. Le PNDS, dans la version qui est soumise aux assises là, donne juste une ligne sur la crise de l'université. Et donc, il ne peut pas comprendre que ce diagnostic ne comprend pas que chaque 5 ans, le nombre des étudiants à l'université publique augmente par 2, mais multiplié par 2. C'est énorme. De la même manière, chaque 6 ans, la demande d'électricité est multipliée par 2. C'est énorme. Si la demande d'électricité est multipliée par 2 et que dans le PNDS, le draft qui est soumis à discussion, la perspective qui est de dire on vise une cible d'augmentation de l'offre d'électricité de 20%, il est clair que sur cette base-là, de façon mathématique, on va avoir davantage de délestage, on va avoir davantage de rupture d'électricité, on va être dans une situation où on n'en sortira pas. En tout cas, à l'horizon 2020. Alors, l'horizon 2020, vous l'avez si bien dit. Alors, docteur M, une question nodale. Le PNDS est-il en phase ou en déphasage avec le programme politique sur lequel le président a été voté, selon vous? Oui, ça a été un angle d'analyse de l'Institut Free Afrique. Et c'est très important pour la redevabilité socio-économique et politique aussi. Parce qu'il faut considérer que le discours de programme d'un candidat peut déterminer qu'on vote ou pas pour lui. Et donc, il est important que, une fois qu'on est élu, on se demande, est-ce qu'ils vont appliquer ce qu'ils ont promis? L'Institut Free Afrique avait déjà formé des journalistes pour faire en sorte que la discussion des programmes économiques soit plus rude que ce qu'elle était dans les années antérieures. Il y a eu des promesses qui ont été faites par le candidat. Quand nous analysons, il y a des choses très intéressantes. Le PNDS, dans la version soumise aux assises, est ancré dans sa vision, à la vision du candidat Roch Marc Christian Kaboré, est ancré dans les axes stratégiques aux différentes parties qu'il y avait dans le programme du candidat Roch Marc Kaboré. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est louable? Parce que si ça n'est pas le cas, on va avoir une dualité au sommet de l'État. On aura un plan dit national qui suit une direction et le chef de l'État qui dit « Mes électeurs, c'est ce que je leur ai promis, j'avance dans ce sens ». Donc ça, c'est déjà un point positif. Par contre, il y a des aspects négatifs qui est que des promesses électoraux, pas parlées seulement, mais écrites par le chef de l'État, sont minorées lourdement ou même absents dans le PNDS. Je donne juste 2 exemples. Le chef de l'État avait promis, le candidat Roch Kaboré avait promis que dans son quinquennat, il créerait 7500 forages. Le PNDS en programme 900. C'est un problème. Le chef de l'État avait promis, quand il était candidat, qu'il accroissait le taux d'électrification de 85%. Le PNDS vise 45%. Voici des choses très graves. Et on pourrait aussi... Ça peut être un jeu d'écriture. Non, ce n'est pas un jeu d'écriture. Oui, ils auraient même pu ressortir des chiffres qui auraient pu contenter certainement certains chercheurs comme vous.
S'ils font ça, ils ne tirent pas les sons de la SCAR. Parce que notre travail, pendant qu'on mettait la SCAR, c'était de dire, vous mettez des objectifs très aériens qui sont en lévitation sur la réalité, on va se voir au rendez-vous. Donc autant se fixer sur la réalité des faits. Et la réalité des faits est de dire, si le chef de l'État a promis 85% de taux d'électrification, si vous ne pouvez pas le faire, il faut prendre le temps d'expliquer aux gens. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous pouvez le faire, il faut le faire. Mais c'est quand même, dans tous les cas, il faut mettre ça dans le débat public. Il y a d'autres cas très anecdotiques. Hein. On a promis. On n'est pris par le temps. Je suis d'accord, mais on a promis 2 échangeurs à Bobo. Ce n'est pas dans le programme. On a promis 2 centres gériatriques à Ouagaï et à Bobo. Ce n'est pas dans le programme. Voici des choses qui nous paraissent être les faiblesses en termes d'ancrage du plan dans le programme. Qui peuvent être corrigés, peut-être. Ah ben c'est ce que nous souhaitons. Mais on n'a pas sorti une étude pour juste taper sur les gens ou faire quoi que ce soit. Nous avons sorti une étude pour alimenter le débat public. Et pourquoi nous le faisons dans la presse? Parce qu'en le faisant dans la presse, ça donne du poids à nos idées. C'est juste cela. Docteur, dites-nous en quelques mots, est-ce que vous êtes optimiste pour les perspectives économiques de Burkina Faso? Pas à court terme. Je ne suis pas du tout optimiste à court terme. Je ne suis pas... 2 arguments. Je ne suis pas radicalement pessimiste. Pourquoi? Pour une raison simple. On a un gouvernement qui est en place depuis un semestre. On ne sait pas dans quel sens ils vont. Moi, c'est la réalité que je vous dis. Moi, je ne vois pas une ligne politique et économique surtout très claire. On a un banquier Premier ministre. Ce n'est pas une question de personne. Si vous l'inclinez ainsi, vous rendez inaudible mon discours. Il ne faut pas mettre ça sur la tête d'une telle ou telle personne. Nous faisons la critique de nos politiques publiques. Et la critique de nos politiques publiques, tout le monde sait le voir. Je l'ai expliqué ici. En ce qui concerne les priorités en données à la relance de l'économie, on est loin d'être là où il faut. Mais surtout, pourquoi je ne suis pas optimiste à court terme? Parce que si vous regardez les paramètres structurels de notre situation économique, c'est des paramètres qui sont maltraités dans les politiques publiques. L'électricité, sans ça, vous ne vous en sortez pas. Et aujourd'hui, on a besoin de près de 150 milliards d'investissements dans le secteur de l'électricité cette année pour sortir de l'estage. L'année prochaine, il faudra ajouter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous ne vous ouvrez pas aux pistes qui permettent de faire en sorte qu'on ait un investissement public soutenu et continu, vous ne vous en sortez pas. Fort heureusement, il n'y a que le rapport de la Commission fait des propositions là-dessus. Donc, il faut les connaître. Donc, il y a des propositions qui adressent des paramètres structurels de l'économie, ne sont pas discutées, et que par ailleurs, il n'y a pas d'autres idées sur la table, nous, on est pessimiste. Par contre, je suis très optimiste dans le moyen et long terme. Pourquoi? Le peuple burkinabé, si vous regardez sur les 3-4 dernières années, nous avons montré une capacité formidable à briser des destins établis. Nous avons montré une capacité formidable à traverser des situations extrêmement difficiles. Il n'était pas donné de gagner l'insurrection, la bagarre contre l'article 37. Il n'était pas donné de faire la transition et les élections. Il n'était pas donné de gagner contre les putschistes. Il n'était pas donné qu'on se reprenne après les attentats. Donc c'est pour dire que nous avons une capacité formidable et on a marqué des points les années antérieures. Sur cette base, on peut être optimiste, mais on a besoin d'une vision politique haute qui s'adresse avec sincérité à la société et qui la soulève vers le meilleur. Mon dernier mot aussi, c'est déjà fini, c'est de vous dire ceci. J'ai une dernière question. D'accord. Ma dernière question, je tiens à la poser. Alors, vous êtes un économiste, on a beaucoup parlé d'économie. Parlons de réformes institutionnelles. Selon vous, qu'est-ce qui est fondamental pour la réforme annoncée pour la Constitution du Burkina? Très bien. Regardez que c'est des questions éminemment économiques. Ne croyez pas que quand on dit Constitution et tout, ça ne touche pas l'économie. Je vous donne juste une perle. À la fin. Si vous me dites juste une, c'est l'autorité supérieure de contrôle d'État. Il y a un processus de transition qui est mené par un homme formidable, qui est le professeur Rubiga, que vous avez reçu du reste ici, qui a une crédibilité qui peut permettre à cette institution de progresser réellement, mais elle manque de moyens. La transition a fait des textes très importants, la loi anticorruption, et a doté de l'autorité supérieure de contrôle d'État de davantage de moyens juridiques, on va dire. Mais en tout état de cause, si on ne rend pas effective cette loi anticorruption, et si on ne dote pas l'autorité supérieure de contrôle d'État des moyens requis par sa charge qui est explosive là, on ne pourra pas lutter contre l'impunité, en particulier en économie, qui est centrale pour permettre de sortir. Et dans la Constitution, que doit-on faire à ce niveau? Oui, mais ce que je viens de dire aussi dans la Constitution, c'est par exemple de dire, dans les corps de contrôle là, la haute autorité, la haute cour de justice, il faut savoir quels moyens on lui donne. Regardez aujourd'hui, le Parlement burkinabé n'a jamais été sous la 4e République, n'a jamais été audité ou contrôlé dans ses comptes par la haute cour. Pardon, par la Cour des comptes. La Cour des comptes. On en a parlé avec Ibriga ici. C'est pour vous dire, c'est une direction. Je le dis parce que le rapport de la Commission de la réconciliation et des réformes a un projet de constitution qui est soumis à la société.
Donc cette commission constitutionnelle que mon cher doyen Adi Ouedraogo préside peut également connaître ce draft et en faire ce qu'il veut, mais en tout état de cause, il ne faudra pas dans la Constitution focaliser sur les libertés civiles et politiques qui sont très importantes. Il faudra également focaliser sur les moyens par lesquels les institutions créent les conditions de l'État efficaces au service du développement socio-économique. Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Docteur Ouedraogo, on vous souhaite un bon retour à Oxford en Angleterre. J'espère que vous allez revenir très vite. Hein. Pourquoi vous dites que je pars? Je suis vous allez, vous disparaissez et puis on ne vous revoit plus. Hein. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de vous accueillir sur le plateau de Burkina Info. J'espère que vous avez retenu, chers téléspectateurs, beaucoup de cette émission. Vous le connaissez, il a un franc-parler. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À très vite sur les antennes de la télévision.